Marie-Mé Godbout, parent, quand les statistiques brisent les stéréotypes qui font mal. La couleur rose. Rapidement, dans votre tête, est-ce que vous l'associez aux hommes ou aux femmes? OK, maintenant, les camions. C'est facile, ça va. Maintenant, les antidépresseurs. Qu'on associe rapidement le rose aux femmes, les camions aux garçons, c'est pas si grave. Mais que pour la majorité des gens, l'antidépresseur va être associé à la femme, ça, est-ce que vous pensez que c'est problématique? En fait, il existe plusieurs biais de genre dans notre société, mais quand ceux-ci sont présents en santé, qui vont venir affecter nos traitements, là, ça devient un peu plus problématique, justement. Justement, dans une condition comme la douleur chronique, il existe plusieurs différences entre les hommes et les femmes, puis ça fait plus de 25 ans qu'on le dit. Ça fait plus de 25 ans qu'on sait que certains types de douleurs vont affecter un sexe plus que l'autre, comme c'est le cas, par exemple, pour la fibromyalgie chez les femmes, puis un certain type de migraine chez les hommes. Il y a aussi des différences en termes de demande d'aide. Les femmes vont souvent exprimer leur douleur puis aller chercher de l'aide, tandis que les hommes vont souvent retarder au maximum avant d'aller voir un professionnel de la santé. On observe aussi des différences en termes de médicaments. Certains médicaments, comme par exemple les opioïdes, vont être beaucoup plus prescrits chez l'homme, tandis que des médicaments comme l'antidépresseur vont être plus souvent prescrits chez la femme. Antidépresseur qui, soit dit en passant, est un traitement qui est souvent prescrit en douleur chronique, oui, pour ses effets sur l'humeur, mais surtout pour ses effets sur la douleur elle-même. Puis, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux deux concepts? En fait, pour mieux comprendre les différences hommes-femmes dans l'utilisation des traitements, il faut s'intéresser à deux facteurs importants, le sexe et le genre. Quoique utilisés de manière interchangeable, c'est deux facteurs différents. Quand on parle de sexe, on parle plutôt d'un concept qui va être biologique. Donc, on parle d'hormones, de chromosomes, d'anatomie, par exemple, ou d'expression génétique. Tandis que le genre, de son côté, c'est un concept qui est beaucoup plus psychosocial. On va parler de, par exemple, identité, de comportement, de relations, puis de rôles souvent établis par la société pour l'individu. Puis pourquoi est-ce que je m'intéresse aux deux concepts de manière séparée? Bien, c'est parce que si, par exemple, j'arrive avec le problème suivant, les hommes sont 2 fois plus susceptibles que les femmes d'augmenter leur dose d'opioïdes et d'en mourir. Je peux essayer de comprendre ce problème-là de manière biologique. Donc, est-ce qu'il existe, par exemple, une pharmacocinétique différente? Est-ce que les hommes vont avoir une meilleure, par exemple, tolérance aux médicaments, donc vont se permettre d'augmenter les doses? Ou c'est plutôt un concept qui est social? Donc, est-ce que, justement, les normes de masculinité qui existent, est-ce que les hommes vont essayer de camoufler le plus possible leur douleur, donc vont venir augmenter les doses d'opioïdes? Donc, on a finalement besoin de ces deux facteurs-là pour avoir une vision globale du problème. Puis justement, dans une condition comme la douleur chronique, c'est particulièrement intéressant de le regarder parce qu'on sait que la douleur chronique va toucher de manière disproportionnelle les femmes et les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Fait intéressant, près de 70 des personnes qui vivent avec la douleur chronique sont des femmes, mais près de 80 de la recherche se fait chez les souris mâles ou chez les hommes. Il existe donc un grand paradoxe ici. Les femmes sont plus touchées, mais les hommes sont plus étudiés. C'est donc notre devoir en tant que chercheurs d'aujourd'hui de faire de la science qui va être plus inclusive et plus équitable. Donc, dans mon projet doctoral, je me suis justement intéressée au rôle du sexe et du genre dans l'utilisation des médicaments en douleur chronique. Ce que mon projet a démontré, c'est que quand on s'intéressait au sexe, les personnes de sexe masculin utilisaient significativement plus d'opioïdes que les personnes de sexe féminin. Alors que lorsque je m'intéressais au genre, les personnes qui avaient des traits féminins élevés, donc des personnes qui vont venir adhérer à des stéréotypes de genre féminin, comme par exemple prendre soin des enfants, utilisaient significativement plus d'antidépresseurs que les autres, et ça, peu importe leur sexe biologique. Donc là, on arrivait à la conclusion que, OK, il existe des différences hommes-femmes en douleur, puis le sexe et le genre semblent jouer un rôle important. Mais ça, on le savait déjà. Fait que pour une thèse sur 5 ans, c'était un peu décevant. Fait qu'on a décidé quand même de réfléchir un petit peu plus loin, parce qu'au final, nous, ce qu'on veut savoir, c'est qui ces hommes-là qui utilisent plus d'opioïdes, puis c'est qui ces personnes-là qui utilisent plus d'antidépresseurs. Est-ce que c'est approprié? Puis comment est-ce qu'on fait finalement pour mieux accompagner tout le monde dans leur trajectoire de soins? Donc, c'est là qu'on a décidé d'inclure le concept de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, ce que ça nous dit, c'est que différents facteurs identitaires, comme par exemple, oui, le sexe, mais par exemple l'âge, la classe sociale, l'ethnicité, la race, vont venir se croiser ensemble
pour créer des expériences uniques qu'on n'aurait pas pu voir si on les avait regardées séparément. Donc, pour illustrer le concept plus simplement, l'auteur nous présente un cas connu des États-Unis où une femme noire a poursuivi la compagnie General Motors, stipulant qu'elle avait été victime et de sexisme et de racisme. Le verdict? La Cour a rejeté sa cause parce qu'elle a réussi à démontrer qu'il n'y avait pas de sexisme, parce que et des femmes et des hommes travaillaient pour la compagnie, puis il n'y avait pas de racisme, parce que et des personnes blanches et des personnes noires y travaillaient aussi. Le problème ici, c'est que les femmes blanches pouvaient travailler à l'accueil comme secrétaires, puis les hommes noirs ou blancs pouvaient faire les travaux physiques derrière dans l'usine. Donc finalement, si le juge avait pris en compte l'intersection entre le sexe et la race, le résultat aurait été bien différent, parce qu'en effet, c'était le fait d'être une femme noire qui les empêchait de travailler chez General Motors. Donc nous, oui, on s'est intéressé au sexe et au genre, mais on est allé voir quel autre facteur potentiellement marginalisant va venir influencer notre utilisation de médicaments en douleur. Donc on s'est intéressé par exemple à l'âge, est-ce que les gens travaillent ou non, est-ce qu'ils vont être assurés au public ou au privé pour leurs médicaments, est-ce que par exemple ils habitent en région éloignée. Puis ce que nos résultats ont démontré, c'est que c'est vrai que les hommes utilisent moins d'opioïdes que les femmes, mais pas que toutes les femmes. Particulièrement plus que les femmes qui vont être assurées au privé pour leurs médicaments. Donc là, ça amène des nouvelles questions. Est-ce que finalement, les assurances viennent jouer un rôle important, puis les femmes qui, justement, ont une assurance privée vont avoir recours à d'autres traitements qui sont remboursés, comme physiothérapie, psychothérapie, donc vont repousser de prendre des opioïdes le plus longtemps possible. On observe la même dynamique pour les antidépresseurs. C'est vrai que les hommes en utilisent moins que les femmes, mais encore là, pas tous les hommes. Particulièrement les hommes plus âgés. Donc, est-ce que finalement les hommes plus âgés vont voir l'antidépresseur comme un signe de faiblesse, donc vont s'en éloigner au maximum? Malheureusement, on n'a pas la réponse à toutes ces questions-là encore, mais ce qu'on sait, c'est que les médicaments en douleur chronique, particulièrement l'antidépresseur et les opioïdes qui sont reconnus pour être victimes de biais de genre, vont être influencés non pas rien que par les besoins cliniques, mais aussi par l'accès aux soins, le contexte social et le statut d'emploi. Donc, pour les cliniciens, c'est important d'offrir des traitements qui vont être adaptés aux besoins de chaque patient, puis de rester alerte aux biais qui peuvent venir influencer notre traitement. Pour les personnes qui vivent avec la douleur chronique, je vous invite à vous questionner sur vos propres stéréotypes de genre qui peuvent venir influencer votre traitement. Au final, portez du rose, portez du bleu, jouez au hockey, méditez, prenez des médicaments, prenez-en pas. Tant que le traitement que vous choisissez est bon pour vous, pas nécessairement dicté par ce que la société en pense. Ensemble, construisons une santé qui est plus inclusive et plus équitable. Merci.